Bonjour à tous, dernier épisode de cette saison et cette fois on part au Portugal. Thomas, salut, ça va? Bonjour. La forme? Très bien. Très Impeccable, bien. bien remis? Ouais, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Ouais. Donc Ironman au Portugal, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore au club, Eh ben, je suis le papa de Mila, ce notamment. golden qui aime bien être partout où c'est jeune. Donc Thomas, Constantin, moi je suis arrivé au club en 2017, je crois, un an après que mes enfants aient commencé le triathlon. Mmh. Et puis à force de les accompagner sur les entraînements et puis de faire un petit XS ou deux avec eux à l'occasion, je me suis dit pourquoi pas reprendre le sport pour de vrai et m'inscrire aussi parce que je prenais plutôt goût à voir ce que j'observais sur leurs entraînements, leurs différentes disciplines. Et puis l'année suivante, je me suis dit allez, je signe. J'avais jamais fait de nage, j'étais jamais monté sur un vélo de course. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion de s'y remettre. T'es venu au triathlon en les voyant faire. Par mes enfants, ouais, en fait. Voilà. Alors que c'est vrai que souvent, c'est l'inverse, c'est les enfants qui suivent les parents. Plutôt. Mais là, c'est l'inverse. Et puis du coup, t'es venu comme ça, tu faisais quoi comme sport avant? Alors, moi, je viens de tout à fait autre chose. Je viens de l'athlétisme quand j'étais jeune, et en particulier du saut à la perche, où j'ai été en fait international en saut à la perche, dans les catégories cadet, junior. Et j'ai fait un petit peu de 110 mètres haies, de lancer de marteau, de lancer de disque, Plusieurs des épreuves, choses comme ça. ouais. Mais plutôt le saut à la perche. Et puis, plutôt à fond, J'imagine. très impliqué là-dedans. Et ensuite, j'ai plus rien fait pendant 10 ans. Plus de sport? Ouais, quasiment plus de sport parce que je travaillais au Mans en habitant ici à Angers. On a eu les enfants, premiers achats immobiliers, des travaux, etc. Et pendant quasiment 10 ans, je faisais quasiment plus rien. Et 10 kilos de plus, etc. Ça va vite. Et puis, j'ai repris le sport par le kitesurf. Je me suis mis au kitesurf. Je voulais retrouver quelque chose qui me donne un peu les sensations du saut à la perche, mais sans les efforts physiques nécessaires, parce que j'avais vieilli, j'étais plus gros, etc. Ouais. Et en fait, le kitesurf, tout le monde croit que c'est un sport très physique, mais en fait, c'est le vent qui fait tout. Donc, c'est juste plutôt du pilotage, et on s'envole rapidement comme au saut à la perche, mais sans faire d'efforts. Avec l'effort musculaire en moins, on préserve ses tendons et ses muscles. Voilà. D'accord, donc après venu au triathlon, et tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis fonctionnaire territorial et je m'occupe du service santé au travail, prévention et relations sociales au département de Maine-et-Loire. Donc une équipe avec des médecins, infirmières, des préventeurs, une assistante sociale, une référente handicap, qui est connue d'ailleurs puisque c'est Claire Suppiot, notre nageuse olympique et paralympique, qui travaille avec moi. D'accord. Donc tu es venu au triathlon d'abord sur les petits formats, tu disais, puis après petit à petit tu as augmenté les distances. Eh ben, en fait, la première année, je crois que j'ai fait tous les formats jusqu'au L. Ouais. Et de mémoire, je crois que ma première année de licence, j'ai fait 17 courses. 17 triathlons 17 triathlons, ouais. J'ai enchaîné tous les week-ends où mes enfants faisaient des courses, un XS, tu les accompagnais et... Voilà, jusqu'à tenter un M, je ne sais plus lequel, Saint-Jean-de-Mont, je crois, et puis le L de Vertou. Première expérience du long. Sur du long, dès la première année. Un peu difficile. Ok, ouais. C'était déjà une belle épreuve pour la première année, quoi. Ouais. Il y avait des conditions très particulières parce que c'était au mois de juin, il y avait de la canicule, il y avait eu 120 abandons sur 450 concurrents. Il faisait 35-36 degrés, c'était terrible. Déjà une belle... J'étais content de finir. Une belle expérience pour commencer. Et puis après, donc du coup, le XXL, tu es venu petit à petit sur du XXL, c'est venu comment l'idée Alors l'idée, en fait, de faire du XXL, c'est surtout en voyant les copains, copines du club en faire et puis en témoigner dans des comptes rendus de courses. Et en particulier celui de Christelle qui avait fait le Frenchman. Je crois que c'était en 2018 ou 2017. Peut-être 2017. 2017. Et quand j'avais lu son compte rendu, je m'étais dit waouh, c'est un truc incroyable. J'ai envie de vivre ça un jour, de
de voir si je suis capable et puis d'expérimenter ça. À l'époque, je n'envisageais pas du tout la partie préparation, etc. J'avais vu que la course, en fait, elle avait parlé surtout de sa course. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, un jour, il faut que j'en fasse un. Et j'ai repoussé plusieurs années en me disant, c'est pas le moment, j'ai trop de boulot, j'ai changé de poste, j'ai ceci, etc. Toujours, finalement, des mauvaises excuses pour pas se lancer. Enfin, après coup, je me suis dit. Après, il y avait quelque chose qui te tracassait quand même, et pour te lancer vraiment, c'était pas encore le bon moment. Après, je me disais, à force de m'entraîner et tout, de faire pas mal de volume d'entraînement, je me suis assez vite dit, je serais capable, je pense, de finir un Ironman, mais dans quelles conditions, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui me faisait reculer en me disant j'ai envie de me lancer en le faisant vraiment sérieusement, bien préparé, etc. quoi. Oui, tu ne voulais pas le faire à moitié, entre guillemets, mais tu voulais vraiment l'assumer. Donc, c'était pas spécialement un rêve au départ, du coup, le XXL. Non, c'était lointain. Mais ça représentait quelque chose d'énorme quand même. Quand je l'ai découvert, je me suis dit waouh, c'est un truc quand même à faire, c'est pas donné à tout le monde, et puis si j'accomplis ça, je serais satisfait de faire ça. Et donc du coup, alors, celui au Portugal n'était pas ton premier. Non. C'était le Bayman. C'était le Bayman. En 2022, j'ai fini par me lancer et cliquer sur inscription 3-4 jours après avoir chuté en vélo au mois de janvier. Ah oui, motivé là. Mais j'étais quand même motivé, donc je m'étais dit je m'inscris à cette course. C'était la première édition du Bayman, donc je trouvais ça aussi symbolique de me dire allez, je fais mon premier sur une première édition. Ça sera quelque chose à vivre d'autant plus pleinement. J'ai 8-9 mois devant moi et allons-y quoi. C'est début octobre le Bayman, grosso modo. Donc tu avais tout l'été aussi pour te préparer. Normalement, il te restait du temps pour te remettre et faire une bonne prépa en tout cas. Exactement. Bon, c'était une année un peu particulière parce que tu t'es qualifié en même temps pour la finale aux États-Unis, mais la finale Half. Du coup, exactement. La finale Half. Et du coup, qui venait aussi s'intercaler dans tout ton plan. Donc, tu as fait un XXL avec aussi quelque chose d'autre en tête. Donc, il y avait un mélange un peu particulier. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en janvier 2022, lorsque je me suis inscrit, malgré tout, quelques jours avant, mon fils Oscar avait eu un grave accident de vélo. Il avait été renversé par une voiture avec fracture des cervicales. Et il était hospitalisé à la maison, en corset, etc. Et on ne savait absolument pas comment ça allait évoluer tout ça. On savait que sa saison était morte. Et jusqu'à cette année-là, en fait, mes saisons à moi, je les calquais sur le calendrier des enfants, les courses, les sélectifs, les championnats de France, etc. Tu t'alignais souvent. Et là, du coup, on savait qu'Oscar n'aurait rien du tout cette année-là. Et il y avait Elliot, mon dernier, qui allait encore faire des courses. Mais du coup, c'était moins prenant. Mais je ne pouvais rien planifier parce qu'on ne savait pas, Oscar, s'il allait être en corset 2 mois, 3 mois, 6 mois, s'il allait être réhospitalisé, réopéré ou des choses comme ça. Donc, je n'ai pas pu m'inscrire, en fait, je n'ai pas pu me faire un programme de course préparatoire. Et j'ai eu la chance, finalement, au mois de juin, d'avoir la possibilité de m'inscrire au Half des Sables 15 jours avant la course. 15 jours, 3 semaines avant la course. Et d'ailleurs, j'ai chuté en vélo lors d'un entraînement final de préparation de cette course. Bon thème de l'année. Donc c'était mon thème en 2022, c'était la chute à vélo et la préparation d'une course longue. Quoi. Donc après, pour ceux que ça intéresse, justement, tu avais fait un livre, un peu un journal de bord, pour remémorer un petit peu toute cette aventure, justement, en passant du Bayman et à la finale aussi des 73, avec tout l'aspect qualification et préparation pour cette épreuve. Entre les deux. En fait, quand j'ai eu la qualification au 70.3 au Sable, je me suis dit, qu'est-ce que je fais du Bayman, quoi. Est-ce que je suis capable, parce que j'avais près de 50 ans à l'époque, déjà, est-ce que je suis capable de faire un full au mois d'octobre, 1er octobre, et d'enchaîner le 29 octobre par un half, quoi. Comment je vais récupérer de cette première expérience du XXL
Voilà, est-ce que je fais un XXL à la cool comme ça, ou est-ce que je le fais à fond et puis advienne que pourra derrière, etc. Et puis mon coach m'a dit un XXL à la cool, ça te laissera autant de traces qu'un XXL que tu fais normalement, quoi. Ouais. Donc ça se tente. Si tu as une bonne récup, tu peux avoir un effet rebond qui se produit en général entre 3 semaines et 1 mois et demi après une épreuve comme ça. C'est très individuel, ça dépend de chacun, et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne sait pas. Ouais. Et du coup, je me suis lancé dans les deux finalement, quoi. Et en fait, j'ai été très fort au cross du Courrier de l'Ouest après, qui était 1 mois et demi bon, ça s'était bien passé quand même. Ça s'était très bien passé. Voilà. Ouais. Donc l'expérience Bayman, pour revenir un peu au XXL, ça s'était bien passé. Comment tu avais vécu du coup ça? Alors, la prépa a été difficile, j'ai trouvé. En fait, ce que j'avais pas tellement envisagé, c'était le fait de s'entraîner fatigué. Parce que le cumul, le volume sur la phase de prépa spécifique sur la fin, finalement, on fait beaucoup de volume, on a peu de temps pour récupérer. Il faut aussi enchaîner de la course à pied avec après du vélo important. Donc on est fatigué sur la course à pied, etc. Et ça, j'avais eu du mal à l'appréhender, à l'imaginer d'avance. Et je me disais, mais je ne vais jamais récupérer, je ne vais jamais être prêt pour la course. Bon, c'était encore quelques semaines avant la course elle-même, il n'y avait pas encore la période d'affûtage qui était entamée. Mais ça me faisait un peu flipper, quoi. De me dire, waouh, est-ce que je vais être en état finalement de prendre le départ d'une course comme ça, quoi. Et puis finalement, ça l'a fait. Mais par contre, la course elle-même, elle s'est bien passée dans le sens où j'ai fini, mais j'ai eu des crampes dès que j'ai posé le vélo. Dès le pied dans le parc, j'ai commencé à avoir des crampes, des petites crampes au début des quadriceps. Et puis j'ai réussi à partir en courant, à peu près sur les allures prévues. Et puis la crampe, elle a commencé à revenir et puis à grandir petit à petit jusqu'à faire tout le quadriceps, quoi. Et du coup, j'ai été obligé de me mettre à courir, marcher, m'étirer, etc. pendant 22 km. En fait, j'ai couru vraiment pendant 20 km. Et ensuite, la deuxième partie était très très longue. C'était très très long. Donc tu finis ton XXL. Je le finis parce qu'il n'était pas question que je le finisse pas. En fait, c'est marrant, hein, l'idée d'abandonner m'a jamais effleuré l'esprit. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert que j'imaginais pas. Mais en fait, j'étais tellement préparé depuis longtemps et j'avais tellement cet objectif de faire un Ironman que j'aurais fini à genoux, je pense. Aller au bout, quoi. Voilà, sans problème en fait. Et donc tu le finis, mais tu as quand même un petit quelque chose. Une petite frustration, forcément, de se dire, si j'avais pu courir tout le temps. Voilà. Donc est-ce que là, tu as enchaîné sur un deuxième, 2 ans après? Ouais. Est-ce que du coup tu te réinscris avec cet objectif-là? Pourquoi tu t'inscris à Casquet en gros? Alors, la raison pour laquelle je m'inscris à Casquet, finalement, c'est mes 50 ans arrivaient et Karine, ma femme, me dit bon alors, tu veux faire quelle course l'année prochaine? Tu veux refaire un full, etc. Et puis un full un peu exotique pour marquer un peu mon anniversaire. Et puis du coup, moi j'aime plutôt les courses de fin de saison en me disant ça me laisse quand même l'été pour me préparer. Parce qu'on voyage moins qu'avant le Covid. On avait été un peu échaudé par quelques annulations de vacances. Voilà. Et du coup, l'été, avec les jours qui rallongent, ça permet quand même de s'entraîner après le travail. Une fois qu'on n'est plus en vacances. Et voilà, pour une prépa où il faut faire du volume, je m'étais dit les courses de septembre-octobre, c'est pas mal. Sachant que Casquet, par rapport à la météo mi-octobre, c'était moins risqué que le Bayman fin septembre, début octobre. En France ou au Portugal, du coup. Voilà. Tu t'es inscrit combien de temps à l'avance, du coup Janvier 2024, j'ai dû m'inscrire. Et pourquoi Casquet? La date te correspondait, un peu exotique?
Ouais, alors il y a la date, comme je le disais, qui me va assez bien pour la prépa. Et puis, j'ai quand même plusieurs copains de mon groupe d'entraînement qui avaient fait Casquet en 2021 sur le full. Et puis, j'avais aussi d'autres copains de mon groupe qui prévoyaient de faire le half à Casquet aussi cette année. Donc je m'étais dit, c'est plutôt sympa. Voilà, il y avait Clémence, Guibert, Sylvain, Stan, Guldazi, voilà, et puis Chris, un autre copain du groupe. De ton groupe d'entraînement. Donc c'était plutôt sympa de se dire. Puis en plus, au début, j'avais pas fait attention, mais je croyais qu'ils couraient le dimanche et moi le samedi, et que donc on allait vraiment pouvoir se voir mutuellement et tout. Mais en fait, non, c'est tout le même jour. Tous en même temps. Voilà, avec le half qui part d'abord, puis le full. Ce qui est un peu contre-intuitif aussi, mais finalement, ça se gère assez bien. Au moins, vous ne croisez pas. Voilà, ouais. Peut-être cet avantage, on va dire, d'organisation pour la course. Ok, donc du coup, t'inscris en janvier. Pour l'Ironman, ta vraie prépa commence quand? Alors ma vraie prépa, parce que tout le début de saison, j'ai fait plutôt du court, travailler la vitesse, etc. Et puis moi, j'aime bien faire les championnats de France de S, parce que mes enfants font les championnats de France. Et du coup, comme on se déplace, la veille des France jeunes, il y a les France Master. Donc je fais plutôt une prépa comme ça jusqu'en juin pour ça. Avec quand même un L à Pontivy aussi à l'occasion des sélectifs jeunes en mi-mai. Et puis une petite coupure l'été pour commencer une prépa la première semaine d'août. Pour mi-octobre. Pour mi-octobre, la prépa vraiment spécifique, quoi. Et du coup, Tuile, le jour où je devais commencer ma prépa, je tombe malade. Et je me retrouve à partir aux urgences après une semaine de fièvre à 40, dont je ne connaissais pas trop l'origine. Je croyais un petit Covid au début, parce que j'étais allé au jeu passer 1 ou 2 journées à Paris, et puis il y avait une petite recrudescence à ce moment-là, en me disant mince, j'ai chopé le Covid et tout. Et puis en fait, non, c'était pas ça. Donc t'as pas nagé dans la Seine? Non, j'ai nagé dans le lac de Maine, et a priori de choper la leptospirose là-bas, ce qui est hyper rare. Il y a 500 cas en France par an. Il faut normalement avoir une plaie, etc., ce que je n'avais pas. Après, ça peut rentrer par les muqueuses. C'est une bactérie qui est liée à l'urine des rongeurs, qui peut se trouver dans les eaux douces stagnantes. Mais pas de bol, parce que j'ai nagé avec mon fils Elliot qui n'a rien eu du tout. Moi, je chope ça. Alors j'étais peut-être un peu affaibli, je sais pas, à cette période-là. Mais en tout cas, au lieu de commencer ma prépa, je commence un petit traitement antibiotique, morphine, tramadol et compagnie, quoi. Donc ça te bloque bien, ça te casse bien aussi. Là, j'arrive à l'hosto, je fais waouh, qu'est-ce que je fais de Casquet, quoi. C'est dans 6 semaines ou 8 semaines. Comment je vais pouvoir m'aligner sur un Ironman qui arrive vite, en ne sachant pas combien de temps je vais rester à l'hôpital et combien de temps je vais me remettre de ce truc-là, quoi. Comment ça va t'affaiblir, beaucoup de questions à ce moment-là. Et en fait, parce que j'ai un médecin qui m'avait dit « Oh là, ça peut vous fatiguer pendant 3 à 6 mois, cette affaire. » Mais comme vous êtes sportif, ça peut être plus rapide. Un petit peu mieux. Mais vraiment, déjà après une semaine de fièvre à 40, on est laminé, quoi. Et après, en plus, ça m'a entraîné une coupure totale de l'entraînement pendant cette semaine malade, cette semaine à l'hôpital. Et après, j'ai pu quand même assez vite reprendre de l'activité physique. L'idée étant de faire du volume sans intensité pour quand même faire du volume et revenir tranquillement, quoi. Pas trop choquer le corps, mais commencer quand même une prépa qui nécessite qui approchait, et puis voir un peu comment je réagissais, quoi. Parce que peut-être que j'aurais replongé complètement si tu étais en forme ou pas. Si j'étais pas en état, quoi. Donc tu l'as dit un petit peu, tu es dans un groupe d'entraînement particulier, donc tu as un coach en fait qui te fait ta planif exprès pour ça. Donc ça a l'air assez serré quand même en termes de préparation, parce que 2 mois et demi, tu es déjà entraîné avant, mais 2 mois et demi pour du spé, c'est quand même assez rapide.
En termes de volume horaire, tu saurais dire à peu près Ouais, alors toute l'année, je m'entraîne à peu près 10-11 heures hebdomadaires. Et là, la prépa, ça monte jusqu'à 15-16 heures pour ce qui me concerne, en fonction du temps disponible que j'ai. Pour les belles semaines. Voilà. Et là, mon entraîneur m'avait dit, avant que je tombe malade, m'avait dit je voudrais pas te faire une prépa trop longue. Alors peut-être basée sur l'expérience de 2022 où ça s'était passé différemment, j'avais travaillé assez longtemps. Là, il voulait me faire une prépa plus courte. Bah, il n'a pas eu le choix de toute façon. Pour le coup. Et j'ai fait vraiment 3 semaines de reprise après l'hôpital. Avec aucune intensité, vraiment que de l'endurance. J'avais prévu 2 courses pour me préparer dans mon planning. C'était le M de Villevêque et le L de Dinard, qui était donc le 1er septembre et le 14 septembre. Du coup, j'ai fait le M à allure Ironman et le L à allure Ironman. Ouais. Alors le L, ça va, mais le M, ça peut être étrange. C'était très étrange le M de Villevêque parce que j'étais dans des valeurs très basses. Alors pas en nade parce que ça a moins d'incidence pour moi, mais en vélo et à pied, en gros, il fallait que je freine tout le temps, quoi. Ouais, de la gestion. Et puis je me faisais dépasser à vélo sans arrêt. J'essayais de respecter mes watts et tout. Et à pied, c'est pareil. J'avais une allure cible à 5 au kilo à peu près. Et puis des fois, je me retrouvais à 4,30 et tout. Je fais oh là, oh là. Il y avait des descentes et tout ça, mais après, j'essayais de calmer le jeu et voilà. Alors l'idée, c'était pas tellement de pas taper dedans, c'était surtout de très vite récupérer, enfin de pas avoir besoin d'une semaine de récup derrière pour pouvoir me réentraîner 2 jours après, parce que j'avais tellement peu de temps qu'il fallait que je puisse travailler, quoi. Et donc c'était assez spécial. Pour pas te bloquer trop longtemps derrière pour perdre du temps. Ok, donc après le reste de la prépa, ça a été, tu as réussi à retrouver ton niveau et la forme? Ouais, alors c'est remonté crescendo, comme ça, tranquillement. Déjà, j'étais très content de Dinard où j'ai senti que j'étais bien, enfin que ça commençait à revenir, même si j'étais sur des allures un peu plus faibles que sur un half habituel. Ça s'est bien passé, l'enchaînement s'est bien passé. Après Dinard, j'ai vraiment attaqué les blocs spécifiques avec les grosses sorties vélo et les gros enchaînements à pied. Mais un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pas fait de gros enchaînements. Enfin, j'ai pas fait quasiment d'enchaînement vélo course à pied. D'accord. Mon coach avait préféré me faire des mini-blocs avec 3-4 jours de pré-fatigue finalement, qui se terminait par une grosse sortie de 150 ou 180 km, et le lendemain seulement une grosse sortie à pied. Un enchaînement décalé, quoi. Voilà, un petit enchaînement décalé pour quand même créer de la fatigue entre le jeudi et le dimanche. Et puis le lundi, je faisais la grosse sortie à pied. Et après, je récupérais en début de semaine, enfin 2 jours comme ça. Et tu as fait ça sur quelques semaines? Et j'ai fait ça sur 3 semaines en gros, quoi. Ok. Bon, ça se passe mieux en tout cas à la fin. Voilà, avec adaptation pour le coup du programme, quoi, initial. Voilà. Et du coup, les 2 premières semaines, les 2 premiers blocs d'enchaînement comme ça, je me suis retrouvé très fatigué. J'étais dans le dur sur la sortie longue à pied. Et la 3e, j'ai réussi à tenir mes allures, les allures cibles. Et du coup, ça m'a remis en confiance en me disant c'est bon, ça revient, etc., quoi. Mais par contre, je savais que j'allais me présenter à la course sans avoir un gros volume de travail conséquent, quoi. Moins conséquent que pour le BMN, par exemple. Ouais, clairement. Différent. Donc du coup, je savais que ça allait être une course à gérer, quoi. Parce que je ne pouvais pas partir sur mes valeurs théoriques, en fait. Sur mes allures théoriques de puissance et de course à pied. D'accord. De toute façon, tu avais déjà tes allures bien prédéfinies, tu avais tout ça. Tu travailles avec les capteurs. Capteurs de puissance à vélo, Donc voilà, tu savais, puis avec le M, du coup, tu es bien freiné. Tu savais qu'il ne fallait pas dépasser. Là, donc, qu'est-ce qu'elle se rapproche, là, le jour de l'épreuve, tu pars combien de temps avant? Parce que c'est un peu plus loin que les triathlons du coin. Alors, on avait fait en sorte d'être dans des bonnes conditions pour justement la phase finale de préparation et d'arrivée sur place.
Donc on est parti le mardi pour la course le samedi. Ouais. On est arrivé à Casquet le mardi soir. Il y avait de la pluie qui était annoncée en fin de matinée. Et donc je me suis dit, c'est mort, ma reco, je ne vais pas pouvoir la faire. Et puis finalement, le soleil revient. Et je me dis, allez, go, j'y vais, quoi. Je vais aller faire le début de la boucle, au moins, dans la partie montagneuse, pour repérer ça, notamment les descentes, etc. Et je pars, et à peine je commence à monter, au bout de 20-30 minutes, il commence à pleuvoir, et après, c'était un déluge, mais un déluge comme pas permis. Et là, je me suis vraiment fait peur, parce que, pour le coup, les descentes, notamment à la fin, pour retourner en ville dans Casquet, c'était du rafting, quoi. Les égouts débordaient de flotte, il y avait des torrents d'1,50 m, 2 mètres de chaque côté dans les caniveaux. Un bon déluge. Et moi, j'ai un vélo de chrono à frein à patins, et j'étais debout sur le truc. Voilà, faut que ça freine. Tout ça, mais j'ai réussi à rentrer vivant à la maison, et là, le soleil est revenu. Pour le reste de l'après-midi. C'est encore une autre histoire avant la course, quoi. Ouais, carrément, ça en fait pas mal. Donc on va dire voilà, ça se passe quand même. Après le reste, tout est en place, il n'y a pas trop d'autres soucis. Ouais, du coup, en fait, sur une épreuve Ironman, il y a souvent plusieurs créneaux pour récupérer son dossard, pour le briefing de course en anglais, dans la langue du pays, etc. Et donc en arrivant le mardi soir, le mercredi, comme ça, j'avais fait gaffe à tous ces trucs-là pour pouvoir sereinement... Des pauses du vélo. Des pauses du vélo. Alors ça, c'est la veille de la course, donc il faut quand même arriver au moins ce jour-là. Mais, et puis j'avais envie de profiter de la cérémonie d'accueil, la parade des nations, etc. Donc on a pu faire ça tranquillement. Et puis faire une séance de natte le jeudi. Pour laisser le temps à ma combi de sécher le vendredi pour pas avoir le samedi une combi mouillée. Et puis refaire des petites séances à pied et puis en vélo de veille de course, quoi. Veille de course, Ok. Donc du coup après voilà, tu avais fixé des temps horaires sur les épreuves? Alors ouais, je m'étais fixé des objectifs quand même. J'avais regardé un peu ce qu'avaient fait mes potes il y a 2 ans, et puis ce que j'ai fait sur d'autres courses. Je m'étais fixé 1h05 sur la natte, sachant que j'avais fait 1h07 au Mont-Saint-Michel. Je m'étais fixé 5h20 au vélo. Alors là, c'était un peu plus pifométrique, mais il y avait beaucoup de dénivelé. Et en même temps, c'était un peu ambitieux parce que je savais que je n'allais pas pouvoir mettre les watts que je devrais mettre théoriquement, quoi. Mais le parcours était quand même assez roulant sur une grande partie de la boucle, donc je m'étais dit ça peut le faire. Et puis à pied, en fait, je m'étais dit j'aimerais bien faire la même perf que ma femme au marathon. Elle avait fait 3h47 son premier marathon, et du coup je me suis dit allez faire tout en courant déjà, parce qu'avec le Bayman où j'avais dû marcher beaucoup, c'était un objectif de courir tout le temps, et je m'étais dit bon allez 3h47 ça serait pas mal, quoi. Ça faisait déjà une bonne allure pour un Ironman. Sur l'Iron, ça donc voilà. Et puis je voulais aussi progresser un peu sur les transitions, parce que c'est vrai qu'au Bayman, mon premier L XL, j'avais pris vraiment une stratégie de confort. Il faisait très froid, l'eau était à 13,5 au mois d'octobre. Donc j'avais pris le parti de ne pas mettre ma trifonction sous ma combinaison, mais de nager en maillot de bain et de me changer complètement et de mettre une tenue vélo complète pour le vélo. Être au sec et voilà. Parce qu'à l'époque, sur mon premier, j'avais eu beaucoup de difficultés avec la selle et les irritations des frottements sur les sorties très longues. Et donc je m'étais dit, une trifonction, ça va jamais le faire sur 6 heures de vélo, enfin 5-6 heures de vélo. Donc je préfère prendre une tenue plus confortable et je me changerai complètement en trifonction pour la course à pied. Donc du coup, ça m'avait fait des transitions un peu à rallonge. Et là, j'avais, pendant ma prépa, pris le soin de faire au moins 2 sorties longues vélo en trifonction. Pour me dire c'est réalisable ou pas, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, je fais toute la course en trifonction. Donc, dès la natte,
Et puis, tu as gagné un peu de temps aussi. J'ai gagné un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Donc départ alors après le L, tu disais? Ouais, alors ça c'était la bonne surprise. Finalement, c'est que d'habitude les XXL ça part à 7h, 7h, voire 6h30 le matin. Je pense qu'à Embrun, tu as dû démarrer très tôt parce que la course est très longue. 6 heures, mais la course est plus longue globalement, donc on est obligé de partir très tôt. Mais souvent, c'est au moins 7 heures, les départs. Et là, du coup, nous, c'était 8h30. Parce que le L partait à 8h moins le quart. Et je m'étais dit, ils vont passer 3000 personnes en rolling start en 3 quarts d'heure. Et ben oui, en fait, ça dépote vraiment, quoi. Et donc, à 8h20, 25, il n'y avait plus personne du L. Et on a pu se mettre sur la plage pour démarrer. Et donc, du coup, plutôt confortable, parce que ça m'a fait un réveil vers 5h30, 6h, mais pas un 4h du mat, quoi. Ça décale moins l'aspect sommeil, voilà, un peu moins stressé aussi par le réveil. Ouais, c'est ça. Et puis l'absorption aussi du petit-déj, qui n'est pas toujours évidente en pleine nuit. Alors, important, quand tu parlais de l'arrivée et de la prépa, on avait choisi un logement en ville proche du site de course. Alors, pas hyper proche, mais on savait qu'on pouvait tout faire à pied. Parce que c'est vrai que quand tu es à 10, 15 bornes, que tu dois prendre la bagnole et que le jour de la course où il y a 4500 concurrents, plus leur famille et tout, qui débarquent, tu sais pas où tu vas te garer et tout. C'est un petit confort en plus. Si alors, Casquet, c'est hyper vallonné. On était sur une colline. Donc ça descendait pour aller sur le site de course, mais au moins on avait expérimenté la veille pour aller à la dépose vélo. On y était allé à pied pour chronométrer un peu le timing et puis le jour de la course pouvoir partir être tranquille, vraiment dans le timing, sans être sans être trop juste ou trop tard. Exactement. Donc natation, comment c'est la natation? C'est une seule boucle? Alors c'est une seule boucle dans la baie de Casquet, et qui est heureusement une baie très protégée parce que tous nos entraînements précédents le long de la côte, un peu en vélo ou quoi, il y avait des rouleaux monstrueux de 3 mètres partout, tous les jours, c'était énorme. Et je me suis dit, mais c'est innageable quoi, ce truc-là. Et heureusement, la baie elle est vraiment protégée, il y a un port, il y a une marina qui coupe en fait l'arrivée de l'Atlantique. Donc, et pas trop de courant non plus. Voilà, ça évite un petit peu du tracas, du surplus d'énergie. Donc ça se passe comment au niveau de ta natation? Bah écoute, ça se passe super bien. Je m'étais renseigné au briefing de course, j'étais allé discuter avec des gens avant pour savoir s'il y avait des courants, des choses comme ça. Parce que ça c'est typique des baies, selon la marée montante, descendante, tu peux avoir des courants assez forts, soit latéraux, soit qui t'aspirent vers le large ou quoi. Et j'avais discuté avec des surfeurs qui m'avaient dit non, moi je surfe tous les jours. Il y a plutôt un peu de swell, c'est-à-dire de la houle légère avant que les vagues se forment quand tu approches de la côte. Mais c'est pas une houle qui te génère un gros clapot où tu vas avaler de la flotte sans arrêt. Donc il m'avait rassuré de ce côté-là. Et j'avais fait une reco le jeudi où je m'étais rendu compte qu'effectivement c'était plutôt agréable comme natation. Et en fait, je savais que le Portugal était très froid au niveau de l'eau, notamment l'été. Et je m'attendais à vraiment cailler dans l'eau. Et en fait, à cette période de l'année, l'eau et l'air sont quasiment à la même température. Il y a moins de différence. Et on avait du 18 dans l'eau et du 20, 21 dans l'air, quoi, au plus fort de la journée. Donc du coup, il n'y avait pas de choc thermique. J'ai quand même mis 2 bonnets par sécurité, mais je pense que même avec un bonnet, ça serait passé finalement, quoi. Et donc, un départ nat en rolling start, comme ils font beaucoup maintenant sur Ironman. On était 1500 sur le full. Et du coup, de la place pour trouver sa position. Et je suis parti quand même assez vite pour me mettre bien dans le rythme, me dégager un petit peu du départ. Et après, je suis super content parce que j'ai nagé vraiment au cordeau entre les bouées. À la fin, ma montre me donne 3797 mètres. Donc tu as triché 3 mètres. Nickel.
Et au départ, j'étais un peu seul parce que justement, j'étais un des rares à vraiment tirer droit. Et tous les autres s'étaient un peu éloignés, avaient pris plus large. Et sur la deuxième moitié, à partir du demi-tour, là, je me suis retrouvé un peu plus dans des groupes et dans les jambes. Et ça m'a permis de me protéger un peu plus, de prendre un peu des jambes. Et puis de finalement remettre un peu de rythme. Et je me demande si je fais pas un petit négatif split sur, sur la natte, quoi. Des fois, on peut un petit peu s'endormir aussi sur une natte longue comme ça. Très longue, d'avoir du monde aussi, des fois, ça te pousse un petit peu. Alors, ça peut te mettre dans un faux rythme, mais c'est vrai que des fois, ça te fait du bien aussi. Parce que malgré tout, ça reste une épreuve assez longue, un bon entraînement. C'est ça. Donc, tu finis en combien? Je sors en 1h02, donc au-dessus de mon objectif. Et quand je vois ma montre en sortant de l'eau, en posant le pied sur la jetée, là, je me fais waouh, incroyable, quoi. C'est cool. Donc ça te file un super coup de boost, forcément, quoi. Dans l'autre sens, ça te met un petit coup, mais là, au moins, tu pars bien sur ta journée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, après, au niveau de l'organisation, la transition se fait bien. Alors, la particularité de Casquet, c'est que la transition est très longue. Et il y a 2 parcs, en fait, entre le L et le full. Un premier parc près de la citadelle pour le L, qui est à peut-être 400 mètres de la sortie natte, et le full sur un hippodrome qui est un peu plus loin, donc à 800 mètres. Mais par contre, moquetté jusqu'au bout, donc impeccable pour ça, parce que les copains qui l'avaient fait en 2021, ça ne devait pas être le cas à l'époque. Et puis, en fait, j'arrive dans le parc et puis je me rends compte qu'il y a énormément de vélos dans le parc, quoi. Si t'es bien sorti. Parce que je suis sorti dans le top 100 et du coup, effectivement, il fallait faire un bon repérage avant des allées parce qu'il y a beaucoup d'allées forcément de vélos. Et puis, 500. vite retrouver le sien, quoi. Donc après, tu t'enfourches le vélo. 180. En une seule boucle ou en 2 boucles? Alors, 2 boucles. 2 boucles de 90, quasiment identiques. Il y avait une toute petite subtilité sur la deuxième boucle, je pense, pour ajuster vraiment la distance. C'est-à-dire que la première boucle, on longe la côte jusqu'à la fameuse place de Guincho, et après on attaque la montagne. Et sur la deuxième boucle, on ne longe pas la côte, on traverse les quartiers un peu résidentiels de Casquet, là. Et ensuite, on redébouche après la plage de Guincho et on réattaque la montagne. Donc un petit peu de D+, quand même, tu disais tout à l'heure. 1500 mètres sur le total, quoi. Mais plutôt concentré au départ. Enfin, au bout de 8 km, où on attaque la petite montagne, dans le parc naturel de Sintra. Et après, c'est beaucoup de toboggans entre Casquet et Lisbonne. Pas des grosses côtes, pas des gros pourcentages, mais beaucoup de petits coups de cul, des longs faux plats montants. Et puis un vent qui s'est levé, je pense qu'il est assez traditionnel là-bas, et qui s'est levé au fur et à mesure de la matinée. Donc le retour de la deuxième boucle en particulier, quand on a déjà 150 bornes dans les jambes, le vent est un petit peu pénible, un peu dur. En sensation, comment tu t'es senti Avec ce qui m'est arrivé comme prépa, forcément, je surveillais beaucoup mon compteur et mes watts pour pas exploser. Je suis parti plutôt un peu fort, proche de ma limite théorique. Et puis, j'ai calmé le jeu au fur et à mesure. Et alors, le problème, j'ai eu 2 surprises. J'ai l'habitude, moi, comme je fais beaucoup de cours aussi, de sauter sur mon vélo à la montée de vélo. Et là, sur mon chrono, j'ai des porte-bidons à l'arrière et des gourdes. Et j'avais pris des gourdes plutôt de 750. Donc du coup, je me suis un peu accroché dans mes gourdes à la montée. Donc ma montée de vélo était assez spectaculaire. Vous avez filmé. Et je me suis chopé une pénalité pour drafting. Qu'on a trouvé assez injuste avec mes camarades parce que on n'était pas parti du parc depuis 2 km, quoi. On était en train de se stabiliser les uns les autres sur une partie qui est plutôt roulante là jusqu'à la montagne. Et la moto part du parc en même temps que nous. On était peut-être à 10 mètres les uns les autres. Et là, la moto, elle cartonne tout le monde, quoi. Donc on se prend 5 minutes de pénalité. Et donc nous, on savait que la
première penalty box, elle était juste avant l'entrée du circuit de Formule 1 d'Estoril, après la montagne. Donc, quelque part, dans notre malheur, on a eu 5 minutes de récup après avoir fait toute la partie boss, quoi. Mais oui, vous avez été cartonné dès la sortie de l'eau, alors que c'est là où il y a plein de monde et que c'est forcément, c'est compliqué déjà, le temps que tout le monde s'écarte un petit peu. Voilà, ouais. Et puis, un peu vexant, quoi. Après, tu croises des pelotons de 50 qui roulent ni vu ni connu, quoi. Ouais. Donc ça reste un petit peu quand même. frustrant. Ouais. Ça reste dessus. Tu fais le vélo en combien de temps? Alors, avec cette pénalité, je fais le vélo en 5h32, je crois. Donc pas loin de l'estimation. Pas très loin de mon estimation, parce que ça aurait fait 5h27, quoi. Tu avais estimé haut en plus de ce que tu disais, donc au final, c'est pas trop mal, quoi. Ouais, ça fait presque 33 de moyenne en enlevant ma pénalité. Ça fait 32,8 de moyenne, je crois. Donc tu arrives à la fin du vélo, comment tu te sens déjà? Eh ben, j'ai eu des petits débuts de crampes pendant le vélo à certains moments, mais finalement, j'ai calmé le jeu un petit peu sur tout le retour, les 30 km de Lisbonne à Casquet, où il y avait ce fameux vent et puis tous ces petits toboggans. Et du coup, j'avais quand même bien calmé le jeu, sans perdre trop de vitesse finalement. J'ai assez bien géré la position, je pense, aéro pour pas trop perdre. Et du coup, je suis arrivé relativement frais, entre guillemets. Ça allait. Au niveau musculaire, ça allait, quoi. Parce que c'était ma grande crainte, effectivement. Il y a toujours le marathon qui reste quand même en tête. Donc tu poses pour rentrer dans tes prédictions. Alors je pose. J'avais toujours mes gourdes sur mon bidon arrière. Donc petit coup de gymnastique. En descendant de mon vélo, paf, j'accroche une gourde avec ma jambe et je la perds. Et puis j'étais un peu vexé parce que c'est les gourdes que j'avais prises au ravito et que je voulais garder en souvenir. Et du coup, j'en avais 2 autres, mais je m'étais dit, j'aurais bien ramené mes 3 gourdes Ironman, quoi. Et en fait, à la descente vélo, on faisait une épingle à cheveux pour redescendre dans l'hippodrome. Et il y avait un mur avec des spectateurs là, et il y a un type qui me dit « Hey, you're fueling !» Et il me balance ma gourde qu'il avait ramassée par terre. Donc j'ai récupéré ma gourde. Bon, c'est sympa. Heureusement. Ok. Donc un petit coup de gym, puis tu pars pour le marathon, du coup. Comment se passe la course à pied, le parcours, comment il est Alors à Casquet, comme en vélo, il y a beaucoup de dénivelé en course à pied, parce qu'on longe beaucoup la côte, mais finalement, Casquet est un peu en contrebas de la côte qui se prolonge vers l'ouest, là, vers Guincho. Et à peine sorti de l'hippodrome, là, du parc, on se retrouve dans une côte tout de suite à monter vers la promenade littorale, en fait. Alors, moins que ceux du Half, parce que leur parc, qui est 400 mètres plus près, lui, il est plus dans le bas de la côte. Donc, eux, ils attaquent vraiment une longue côte dès le départ. Nous, on était déjà à mi-hauteur. Et puis, une fois que tu arrives en haut, c'est plutôt plat. Tu peux te récupérer un peu et te relancer. Et après, tu as une longue descente et un long faux plat montant jusqu'au demi-tour. Donc après, du coup, tu as un léger faux plat descendant, et puis tu te retapes la côte. Et la fameuse descente dans la première côte qu'on a prise, tu abordes la marina. Alors là, c'est un peu pénible, j'ai trouvé, parce que tu serpentes un peu entre les restaurants, les quais, les trucs. Donc ça fait beaucoup de petites relances, il y a beaucoup de monde, mais qui n'est pas forcément intéressé par la course, parce que c'est plutôt des touristes qui sont là en train de festoyer. Et puis, par contre, pour sortir de la marina, tu as la jetée qu'on a pris en sortie de natte, qui est super raide, pas très très longue, mais super raide. Et après, tu redescends vers la ligne d'arrivée. Mais au lieu de tourner à droite vers l'arrivée, tu as un petit demi-tour à faire et tu remontes la côte, tu redescends la marina par cette fameuse jetée qui est un peu dangereuse parce que elle est moquettée, mais c'est du pavé en dessous. Et elle est vraiment très raide, donc quand tu commences à être un peu cuit, tes appuis pas très sûrs, il y avait des ganivelles en bas et tout, tu te dis si je me rate, ma course est terminée. C'est fini, c'est dangereux. Voilà, donc tu ressors de la marina et là tu remontes la longue côte, là, pour le coup dès le bas de la côte,
Et puis voilà, et 3 fois, c'est une boucle à faire 3 fois. Bon, on va dire que c'est un parcours vivant en termes athlétiques. Ouais. Par contre, beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs dans tout le cœur de ville, la marina, et toute la montée. Il y avait je me souviens de Belges en camping-car qui étaient installés là avec des cartons, et ils encourageaient tout le monde. Et pendant mes 4 heures de course, je les ai vus tout le temps, quoi. Ouais, ils sont très présents. Vraiment des super supporters, ça c'était chouette. Et donc au final, il y avait 4 boucles 3 boucles à pied. 3 boucles à pied, ouais. Ok. L'état physique, comment il est? Eh ben, je pars du coup prudent parce que forcément, j'ai pas beaucoup de fonds de commerce dans ma prépa. Je pars sur une allure de 5,15 à peu près, qui se passe très bien sur la première boucle. Et puis ma femme Karine est venue plusieurs fois sur le parcours me courir un peu à côté de moi, me donner des nouvelles du classement, etc. Les encouragements des copains, copines qu'elle avait reçus par message. De mon coach aussi qui me dit c'est nickel, pas plus vite. Accélère. Non, pas plus vite, t'es régulier, faut continuer comme ça. Et puis donc du coup, je dirais la première boucle et demie nickel, je garde bien cette allure. Quand j'arrive sur la fin de la deuxième boucle, et que j'attaque cette fameuse longue côte, je pense côte de bœuf. Je me le criais même tout haut pas dans ma tête, mais justement en croisant des gens, en disant ça va les aider aussi. Ouais. Et puis la troisième boucle, c'était côte de Beaune. Bon, pour changer. Voilà. Et puis là, en haut de la côte de bœuf, je croise Karine qui me dit t'es toujours 12e, c'est très régulier, ça bouge pas beaucoup. Et je lui dis, oh, la troisième boucle va être longue quand même. Elle me dit, non, c'est bien, continue, t'es bien, t'es régulier. Et je voyais que j'avais commencé à ralentir un petit peu sur l'allure, mais finalement, pas de crampes. Et c'était ça surtout qui me satisfaisait, c'est que j'étais à une allure peut-être un peu plus faible que ce que j'aurais espéré, mais j'avais pas de crampes et je gérais bien jusque-là. Tu continuais d'avancer à un bon rythme quand même. Quoi. J'étais content de ne m'être jamais arrêté du tout de tout le marathon. Même au ravito, j'ai tout pris en courant. Ouais. Et j'ai fait attention à bien m'alimenter aussi et m'hydrater sur tout le marathon, parce que c'est plus difficile que sur le vélo. Mais je savais que c'était hyper important de bien continuer ça, quoi. J'ai eu un tort, j'ai trouvé, je voulais éviter de prendre que du sucré tout le temps. Et il y a eu à un moment donné des fruits secs sur un ravito, dans des petits gobelets qu'on pouvait emmener. Et je me suis dit, je prends les fruits secs et puis je vais les boulotter. Et en fait, ça m'a rendu la bouche pâteuse, j'en avais plein les dents, etc. Et il m'a fallu genre 2 ravitaux pour réussir à m'en débarrasser, me rincer la bouche et tout ça, quoi. Ah, des fois on a envie d'un truc, mais ça passe pas toujours. Ouais. Okay. Et puis du coup sur la troisième boucle, comme je le pressentais, ça commençait à être vraiment dur. Mais j'ai essayé d'avoir une stratégie mentale de franchir les étapes, de voir le dernier demi-tour, la dernière montée, dernier demi-tour, et puis les 30 km, et puis les 35. Tu segmentes un peu. Segmenter un peu les objectifs, et puis de me dire finalement au 38, allez, il me reste 4. 4, c'est l'échauffement de la séance du mardi soir, quoi. Donc ça va pas durer 20 minutes, etc. Et puis ça va globalement redescendre plutôt maintenant. Et donc j'ai essayé de relancer, et puis j'essayais de me dire, j'étais 12e la dernière fois que Karine m'a vu, c'est maintenant que ça peut se jouer, il y a peut-être des mecs qui ont craqué, etc. Et à chaque fois que je doublais quelqu'un, ou que je voyais un mec boiter devant moi et tout, je me disais putain, il a quel âge lui, il a quel âge. Est-ce que je le double ou est-ce que... Voilà. Et du coup, il y en a un, je pense, qui avait les cheveux gris et tout. Je me suis dit, lui, il est dans ma catégorie, c'est sûr. Donc, ça m'avait motivé. Tu avais encore assez de peps pour relancer et puis essayer de gagner quelques places, pourquoi pas. C'est ce que je me suis dit, mais en fait, quand j'ai vu mes allures après, en fait, j'ai surtout pas trop ralenti. Voilà. Par rapport à d'autres qui... À part vraiment les 200 mètres de la ligne d'arrivée où j'ai vraiment accéléré. Mais finalement, j'ai surtout pas ralenti. À un moment, ceci dit, dans la dernière descente, j'ai été doublé par un jeune qui devait avoir un tour de moins, je pense.
Et je me suis accroché vraiment dans sa foulée en me disant allez, ça va me tirer un peu. Et puis, ouais, ça a plutôt été bénéfique, ça. Ok. Donc, tu finis le marathon en combien de temps pour finir? 3h47. Pile comme poil comme prévu. Donc, c'est pas mal. Donc nickel, ouais. Donc, nickel. tu finis ça tout en courant. Au final, tu fais total en combien? Donc, je fais 10h38 au total, donc, avec mes petites pénalités de 5 minutes. Quoi. Donc, content. Donc, content, final, ouais. Content et frustré parce que je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais pu rouler dans mes vrais watts, etc. Alors ça oui, par rapport à ta prépa. Voilà, par rapport à ma prépa. Et courir peut-être un petit peu plus vite. Mais hyper satisfait d'avoir fait une course pleine. La course est réussie. Voilà. Par contre, j'ai fini dans un état, autant le Bayman, où j'ai marché pendant 22 km, couru, marché, etc. Je suis arrivé presque frais, enfin j'avais mal partout, j'avais des crampes, mais je n'étais pas essoufflé, etc. Autant là, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'avais tout donné vraiment dans les 4 derniers kilomètres. J'ai mis un temps fou à récupérer. Quoi. J'ai pas, au ravito, moi qui suis super gourmand, j'ai pas pu manger une pauvre part de pizza. Enfin, j'étais obligé de boire du liquide à chaque bouchée. Enfin, rien ne passait. J'avais la bouche hyper pâteuse et puis j'étais lessivé. Il avait vraiment fallu que je m'assoie et tout. T'as été au bout J'ai vraiment été au bout. J'avais rarement senti cette sensation-là. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien après, justement, te dire, j'ai vraiment tout donné. Quoi. C'est ça. J'ai toujours couru et puis ça a été au bout. Je ne pouvais pas plus au final. Quoi. C'est bien. Donc là, tu fais ton épreuve. Le soir même ou le lendemain, ça allait quand même physiquement? Eh ben, après avoir passé ce petit moment difficile de récup et avoir réussi à m'alimenter un peu, il fallait retourner chercher le vélo au parc, qui était donc à 800 mètres de l'autre côté, après une côte. Et puis rentrer chez nous à l'appart qu'on avait loué, qui était à 100 mètres de dénivelé sur la colline. Parti, donc je me suis fait comme récup un bon petit décrassage, vélo à la main, etc. Il n'y a pas eu de bobo suite à ça? Non. Vraiment les jambes difficiles le lendemain, les descentes d'escalier et les descentes de colline. Voilà, mais pas de pépins. Je craignais vraiment parce que j'ai géré des tendinites, tendons d'Achille et puis aponévrose plantaire toute l'année. J'ai beaucoup bossé avec mon kiné et tout a disparu 15 jours avant la course, vraiment au dernier moment, nickel. Et ça m'a pas du tout gêné, c'est pas revenu pendant la course ni après. Quoi. Et là, maintenant Faites des Ironman. Ouais, ça soigne. Ça soigne. Et du coup, donc, la particularité d'Ironman, c'est qu'il y a un système de qualification pour une finale. Donc là, cette année, c'était une qualification pour la finale à Nice. Un an sur deux, Nice et Hawaï, maintenant c'est en alternance. Et donc, tu avais éventuellement la possibilité de te qualifier pour Nice. Donc, tu as été le lendemain à la cérémonie. C'est ça. Qui était à midi ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et du coup, le lendemain, il y avait les deux cérémonies pour le half et pour le full. Je crois qu'il y avait à midi le half et à 14h le full. Donc, je suis allé en fin de cérémonie du half pour retrouver Clémence et Sylvain. Puisque Clémence a eu la bonne surprise aussi d'emporter sa qualification une qualif pour Marbella en 2025. Et puis ensuite la cérémonie du full. Est-ce que tu avais, en t'engageant sur le label Ironman, un peu cette idée de pourquoi pas te qualifier? C'est sûr que je pense que quand on va sur une course Ironman, on a forcément en arrière-pensée les slots de qualification pour les mondes, parce que c'est une particularité de ces courses-là. C'est des courses mythiques dont on rêve, qu'on voit à la télé. Et forcément, même quand je m'étais présenté au Sable d'Olonne sur le 73, c'était ma première course label Ironman, que j'avais fait un peu à l'arrache, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais forcément, on se dit, waouh, quand on voit son classement à la fin, j'avais fait 9e au Sable, on se dit, il y a peut-être une petite chance, etc. Et puis là, 10e à Casquet, j'étais plus troublé parce que
En fait, comme c'était une qualif pour Nice, qui est moins lointaine et onéreuse qu'Hawaï, je me suis dit, bah là, c'est mort. Tous les gens qui sont venus à Lisbonne, à Casquet, ils ont la faculté d'aller à Nice, quoi. Alors que si ça avait été Hawaï, sans doute il y en a qui n'auraient pas pris les slots et tout. Et en fait, dans ma catégorie, il y avait 8 places qualificatives, et donc j'étais 10e. Ouais. Je vais aller chercher la 10e place dans les 4 derniers kilomètres, en fait. En plus. C'est pour ça que j'ai vraiment tout donné aussi à la fin. Et du coup, je me suis dit, bah zut, là, tout le monde va prendre la qualif, quoi, c'est sûr. Et en fait, il y a, je pense, des gens qui étaient déjà qualifiés ou des gens qui se disent, bah non, c'est Hawaï ou rien, quoi. Et du coup, il y a un gars devant moi, deux gars devant moi qui ne l'ont pas prise, et il y a encore un troisième gars qui ne l'a pas pris. Donc, je n'ai pas été le dernier pris, en 10e position, j'ai été l'avant-dernier. Et après, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Hein, non. De participer à une finale, mais du coup, tu as eu le slot, et pas le dernier en plus. Et pas le dernier, Et le slot, voilà. Le fameux jeton. Petit jeton qui vous donne. Alors, quand je m'étais qualifié pour Saint-Georges aux États-Unis sur le 70.3, il m'avait donné le slot à l'arrivée là-bas. Et il nous avait juste donné un papier comme ça au Sable d'Olonne. Et là, ils nous ont remis directement le petit slot symbolique de la finale, quoi. Et donc, double bonne surprise, quoi, parce que tu as eu la qualification, tu as eu un super Ironman, et en plus la qualification pour Nice, du coup, l'année prochaine. Voilà. Donc tu auras toute ta préparation axée là-dessus, j'imagine. Ouais. Donc c'est le 14 septembre 14 septembre 2025, ouais. Donc super expérience, j'imagine. Est-ce que tu retenteras quand même une autre qualification, alors peut-être à voir plus tard, mais pour Hawaï, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait aussi ou pas? C'est clair que si je refais des Ironman à l'avenir, après Nice, très certainement que j'essaierai de viser une course qui soit qualificative pour Hawaï, pour changer. À moins que Nice disparaisse au profit d'une autre ville et que ça puisse être aussi une autre expérience. Mais enfin, toi qui l'as vécu aussi, je pense que une finale championnat du monde d'Ironman, même si ça reste une course, un label commercial, etc. Mais il y a quand même, c'est quand même, je pense, une expérience assez incroyable, quoi, pour l'avoir vécu. Dans le triathlon à Hawaï, c'est le mythe ultime, quoi. Donc c'est forcément, même si là c'est la finale, ça reste la même finale en termes sur le papier, mais c'est l'autre bout du monde, quoi. C'est ça qui attire aussi. Et puis, je veux dire, la qualité d'organisation de la course, tout le décorum qu'il y a autour, le fait de se dire on est quand même avec tous les meilleurs du monde dans leur catégorie d'âge, etc. Je trouve que c'est un privilège quand même assez incroyable et ça laisse des souvenirs complètement fous, quoi. Tu avais gardé un sacré souvenir de Saint-Georges. Pourtant, j'étais déjà allé à Saint-Georges en vacances. Je connaissais les lieux, donc j'ai pas eu l'effet waouh de surprise du lieu. Mais c'était, de le redécouvrir, c'était vraiment exceptionnel. Et puis de rouler. À l'époque, je faisais pas de triathlon, je savais même pas ce que c'était. J'ai eu la chance d'aller à Hawaï aussi. En voyage de noces, il y a plus de 20 ans là-bas. Je ne connaissais pas le triathlon, mais je suis allé à Kona, en fait, dans notre pérégrination autour de Big Island. Et c'est sûr que j'y retournerai avec plaisir, et ma femme aussi, je pense, si jamais je me qualifiais et que je trouvais le budget pour y aller. Pour y aller, ouais. Ok, donc là, du coup, l'année prochaine, tout se jouera sur Nice, j'imagine, au niveau de ton année. Ouais, ça sera l'objectif principal. Alors après, je ne sais pas encore du tout comment je préparerai ça, en termes de courses préparatoires, etc. Mais très certainement que je vais faire un début de saison plutôt court aussi. C'est pas tôt pour toi, là. 15 septembre, c'est presque tôt. Ouais, non, mais c'est bien, il ne fera pas nuit trop vite pendant mes dernières sorties vélo. Je pourrais en profiter. Et puis, j'espère aussi avoir une météo un peu plus favorable. Et notamment pour s'entraîner à la chaleur, parce que pour le coup, à Nice, il peut faire très chaud, encore en septembre.
C'est ce qui s'était passé pour les premiers mondiaux à Nice. Hein. L'année dernière, ouais. Il faisait très très chaud, ouais. Et du coup, cette année, on n'a pas eu l'opportunité de s'entraîner beaucoup à la chaleur. C'était un élément de cette année, fameuse année. Alors souvent, je demande les conseils pour se lancer sur Ironman. Toi, tu es déjà plus dans l'expérience et puis l'objectif, enfin, pas spécialement un objectif, mais l'idée d'une qualification. Si des gens veulent éventuellement se qualifier pour une finale, est-ce que tu aurais des conseils, mis à part le niveau de base, est-ce que toi tu aurais déjà des idées ou des conseils à donner à ceux du SCO qui aimeraient éventuellement un jour tenter une qualification? Ouais, je pense que il y a bien sûr la question du niveau parce que il faut terminer dans les premiers. Il y a la question de l'optimisation vraiment de toutes les phases de la course pour optimiser le chrono, hein, c'est-à-dire les transitions. Comme j'expliquais tout à l'heure, sur mon premier XXL, j'avais joué le confort. Là, si on peut gagner 2 minutes sur chaque transition, les transitions Ironman, c'est souvent long, hein, c'est souvent 5, 6, 8, 10 minutes, selon la distance de la transition, et puis du fait qu'on va chercher des sacs, etc. quoi. Dans les conseils que je donnerais, il faut vraiment parer aux imprévus, c'est-à-dire, je ne l'ai pas raconté là, mais j'ai perdu de la bouffe sur certaines phases de la course en prenant des trucs dans ma poche, voilà. J'avais vraiment optimisé un plan nutritionnel pour toutes les phases du vélo notamment, que j'avais scotché sur mon tube. Et du coup, je me suis retrouvé avec un petit peu moins que prévu. Donc, j'avais pris le parti quand même d'emmener du rab. Donc, du coup, ça m'a permis de compenser ça. Même si après, il y a les ravitaux où on peut reprendre des choses. Mais ça dépend aussi comment on a préparé, quelle nourriture on a décidé de prendre, quoi. Là, je m'étais entraîné plutôt avec les produits de la course, les partenaires de la course, pour être sûr de bien les supporter et pouvoir recharger. Voilà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, et c'est ce que j'avais fait sur le Mont-Saint-Michel, c'est prévoir ses propres préparations culinaires, des choses comme ça. Et là, pour le coup, il faut avoir la quantité qui va bien, voire un petit peu de rab, quoi. Donc, moi, j'avais prévu à la fois dans ce que j'avais emporté sur moi, et j'en avais mis aussi dans mes sacs de transition en rab pour parer aux éventualités, quoi. Donc ça, je pense que ça peut être un truc intéressant pour vraiment optimiser ça. Après... Pour une qualif, est-ce que tu conseilles, peut-être pas sur le premier justement de viser une qualif, mais de faire un Ironman déjà pour avoir cette expérience, puis après optimiser le temps, optimiser les choses, ou pourquoi pas ce temps ça peut... Enfin, je veux dire, tout peut arriver, quoi. C'est-à-dire que ta première course, elle peut très bien se passer. Alors, quand j'ai fait les Sables d'Olonne sur 70.3, c'était pas mon premier half, mais c'était mon premier label Ironman. Mes transitions n'étaient pas optimisées, enfin, j'ai trouvé. J'étais pas trop habitué avec les sacs, j'avais pas forcément bien préparé mes sacs et tout. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans les meilleures conditions possibles avant pour éviter tous les stress inutiles et puis vraiment se focaliser sur la course et la performance. Mais voilà, après, un full, c'est quand même une autre aventure, quoi. Et je pense que viser une qualif tout de suite, ça peut se faire, mais c'est pas forcément gage de réussite à chaque fois. Et c'est vrai que l'expérience de la première course et de la première prépa surtout, je pense que c'est ça qui est hyper important pour réussir sa deuxième course, quoi. Je vois bien les différences. Là, par exemple, j'expliquais que sur le Beyman, j'avais choisi la tenue vélo confort parce que j'avais des irritations. Là, j'ai passé beaucoup plus de temps à régler ma position vélo et à choisir ma selle. J'ai essayé 5 selles différentes avant de retenir celle pour la course. Et j'ai pas pris une selle de chrono, par exemple, parce que finalement, c'est pas adapté pour moi. Et j'ai trouvé mon bonheur avec une selle plus classique. Grâce à l'expérience. Voilà, grâce à l'expérience. J'ai aussi beaucoup plus travaillé le sommeil et la récup. Ça, c'est un de mes problèmes, c'est le manque de sommeil, des nuits un peu trop courtes ou quoi.
Donc j'ai essayé vraiment de me focaliser là-dessus pour optimiser ma récup et arriver bien frais. Et puis je dirais aussi sur la préparation de la nutrition et de l'hydratation. Ouais. J'ai essayé vraiment de travailler ça en amont et d'être prêt pour la course. J'ai fait vraiment toutes mes sorties longues préalables avec l'alimentation que j'allais prendre et les volumes. J'ai fait vraiment un entraînement intestinal pour faire monter ma consommation de glucides au fur et à mesure des courses et être aux alentours de... Enfin, j'ai vu que je pouvais absorber 90 grammes par heure. Ça passait. Et là, en réalité, sur la course, j'ai dû faire 83 ou 82 grammes de glucides par heure. D'accord. Voilà. Donc j'avais pris une petite marge de manœuvre. Mais l'anticipation, voilà, l'expérience. Anticiper tout ça, quoi. Ouais. Et puis beaucoup plus m'hydrater que ce que je faisais auparavant. Ouais. Par rapport aux crampes, notamment. Ouais, par rapport aux crampes. J'ai lu pas mal de trucs sur la question pour vraiment optimiser ça. Et puis, je me suis aussi beaucoup plus alimenté pendant ma prépa. Sur 2022, j'avais perdu pas mal de poids. J'avais perdu 4-5 kilos sur ma phase finale de prépa. Parce que finalement, je pense que sur mes sorties longues, je prenais pas assez de calories. Et du coup, j'étais content en me disant je vais être plus maigre, je vais courir plus vite, etc. J'aurai un meilleur rapport poids-puissance à vélo. Et puis finalement, j'ai chopé des crampes, je ne m'étais pas assez bien hydraté aussi le jour J peut-être. Et ça m'a porté préjudice. Alors que là, j'ai eu un poids finalement qui est resté un peu plus constant. Plus stable. Mais je pense que je me suis retrouvé derrière en qualité de performance. Donc je pense que c'est aussi un facteur. C'est un équilibre intéressant à trouver. Ouais. Ok, donc du coup, bon hiver à toi pour bien récupérer tout ça. Bonne prépa, et puis bon mondiaux, hein, tu nous raconteras tout ça l'année prochaine, j'espère. C'est encore loin, mais c'est vrai que c'est... En fait, j'avais pas envie de couper après Casquet, j'étais déjà projeté dans Nice. Ouais. Et puis comme j'ai été beaucoup arrêté cet été entre les vacances et puis l'hôpital, j'avais pas vraiment le même besoin de couper en fin de saison. Mais je me suis forcé quand même à faire vraiment 15 jours sans rien du tout pour laisser le corps récupérer. Quoi. Et puis partir, voir la motivation revenir aussi par le manque d'activité. Bon super. Voilà. Et merci beaucoup Thomas. Merci Kevin. Essayer de suivre l'année prochaine du coup. On verra ça. Et puis à bientôt. Bientôt. Salut.